L'entretien eut lieu dans une petite ville du nord de la France, un jour de pluie, dans les locaux du comité de Dupont-Thérapie. La maison était banale. Sébastien s'attendait à plus de clinquants, à l'image des praticiens d'Aidé. Il n'y avait pas grand monde. En fait, ce n'était qu'un centre de coordination, des bureaux qui géraient l'envoi des mystérieux médicaments aux adeptes. En pénétrant dans le bureau du directeur, Sébastien ressentit un frisson nerveux. Il avait fait des centaines de kilomètres pour ce rendez-vous. Il était près du but. Tout se jouait dans cette entrevue. Il avait espéré rencontrer le grand docteur en personne, mais il se ravisa rapidement. Jean Dupont devait être trop occupé à ses recherches pour se consacrer à un travail d'administration. Pourtant, s'il y avait si peu d'adeptes, c'était sûrement lui seul qui devait les choisir. Comment et sur quelle base décidait-il? Sur une photo? Au feeling? Suivant les réponses du candidat? Sébastien était nerveux et inquiet. Il avait préparé cette entrevue, mais tout ce travail préparatoire lui sembla inutile quand il fut en présence de Pierre Martin, le bras droit de Jean Dupont. L'homme était très grand et très maigre, un visage aussi expressif et charmant qu'un poisson surgelé. Habillé d'un costume gris du plus morne style. Il salua Sébastien sans lui serrer la main et l'invita à s'asseoir sur une chaise de bois en face de son bureau. Aucun tableau, aucune plante ne décorait cette pièce blanche. Il demanda sans plus de cérémonie pourquoi Sébastien désirait utiliser la méthode. Sébastien avait préparé la réponse et essaya de montrer son enthousiasme. Il parla des immenses possibilités pour tous les malades, d'une véritable bénédiction pour un médecin souvent frustré par son impuissance devant certains cas graves, et une chance pour l'humanité. L'homme le dévisageait totalement impassible. On aurait dit une statue, pas un frémissement, pas un signe de vie dans ce corps immobile. Vous êtes conscient que si vous êtes admis, vous deviendrez riche, immensément riche. Le jeune homme haussa les sourcils. Cette question le prit au dépourvu. Ce n'est pas ma démarche. Je n'ai rien contre l'argent, mais ce n'est pas ma motivation. Vous croyez à ce que vous dites? Sébastien bafouilla, expliquant que pour lui, c'était secondaire. Le principe est de guérir les gens. C'était la motivation principale de tout médecin. Il se trouva mièvre et crut deviner une moue moqueuse chez Martin, qui resta une bonne minute ainsi, dans le silence. Sébastien se tordait les doigts. Il se demandait dans quelle folie il venait de tomber. Il avait une furieuse envie de prendre ses jambes à son cou et de courir le plus loin possible. Mais il resta. Suivit une série de questions, comme « Que pensez-vous de ces gens qui partent soigner bénévolement dans le tiers-monde ? Êtes-vous ému en voyant un reportage sur des volontaires qui soignent des pauvres en Inde ?» Sébastien ne savait plus comment se comporter en face de cet individu amorphe. Il se contenta de rester sur des réponses attendues. Il exprima son admiration pour ces personnes pleines d'abnégation et se trouva peu sincère. Martin continua. Que ressentez-vous en voyant un enfant malade de leucémie, qui n'en a plus que pour quelques mois? Sébastien eut un haut le cœur. Il revit M. Berguéry et son fils. Il se raidit en répondant affecté. Du chagrin, une certaine colère et de l'impuissance. Croyez-vous en Dieu? Non, ce monde n'est pas créé par un Dieu, ou alors un Dieu bien cruel. La question lui semblait importune. Il était vraiment énervé et était prêt à agresser cette espèce d'automate, mais celui-ci coupa court. Il se leva, signifiant que l'entrevue est terminée. Sébastien se retrouva sous la pluie, dans cette ville sinistre, avec quelques heures d'avance sur son train. Il soupira, regrettant de ne jamais prendre de parapluie, et chercha un bar pour se réchauffer et passer le temps. Il aurait voulu poser tant de questions, mais ce type l'avait complètement refroidi, lui avait coupé toute initiative. Il ne lui avait même pas demandé quand il recevrait une réponse. Il se dit qu'après tout, si sa demande était refusée, ce ne serait pas si mal. Les Dupont-thérapeutes commençaient à lui taper sur les nerfs. Il ne voyait plus les choses de la même façon. Cela semblait plutôt un club de cyniques hédonistes, sans valeur, sans idéal, conservant jalousement leurs secrets pour mieux exercer leur pouvoir sur les autres. Le ministère aurait dû réagir, obliger Dupont à les révéler, ses secrets. Après 2 longues heures d'ennui, il prit un TER en direction de Paris pour rejoindre Lyon et rentra avec soulagement dans son studio sur les quais. Ici, il se sentait dans un univers familier.
L'entrevue lui avait laissé un malaise intérieur, un sentiment désagréable, glacé et déprimant. Il appela des amis afin de voir des visages souriants et pour passer une soirée agréable. Il fut accepté. La missive lui demandait de se rendre près de Saint-Malo, dans le centre de formation Jean Dupont, pour y suivre un stage d'1 mois. Il aurait dû sauter de joie en lisant cela, mais au contraire, cette lettre le ramena dans une réalité qu'il avait oubliée depuis quelques mois. Après son entretien, il avait repris sa vie routinière, faisant des remplacements pour d'autres médecins, fréquentant une fille qu'il venait de connaître. Jean Dupont et ses méthodes lui étaient sorties de la tête. Il était convaincu de son échec et prenait la chose avec légèreté, vivant sa vie tranquillement, avec bonheur même. Mais la lettre était là, dans son style sobre, lui annonçant en peu de mots que sa vie allait être changée. Il aurait dû être heureux, mais son estomac se nouait. Il avait rêvé, entré dans le mystérieux château au trésor, et maintenant qu'on lui en donnait la clé, il n'en ressentait plus l'envie. Il ne mangea rien de la soirée, au grand dépit de son ami, qui lui avait préparé une recette personnelle. Mais pour une fois, ce n'était pas à cause de ça qu'il avait perdu l'appétit. Il essayait de penser à la brousse, sa maison, sa voiture, mais étrangement, cela ne l'attirait pas. Il se remémora le vieux professeur Ronchet. Son souvenir lui donna un peu de baume, mais aussitôt remplacé par un lourd reproche. Alors, il pensa à tous les gens qu'il guérirait, et il revit l'image de l'enfant leucémique évoquée durant le colloque, et entendit la voix brisée de M. Berguéry, et comprit alors qu'il ne pourrait pas reculer. Ce serait lâche et idiot. Sa copine lui demanda qu'est-ce qui semblait le tracasser. Sébastien lui expliqua qu'il allait devenir un Dupont-thérapeute. Elle lui sauta au cou, folle de joie. Elle trouva que cette nouvelle était une bénédiction. Mais il n'était pas sûr que le terme fût bien choisi.